discours en tant qu'Africtiviste consiste à faire comprendre que vous n'êtes pas par définition des anti-pouvoirs, des adversaires irrésolus ou impénitents qui ne cherchent qu'à empêcher le gouvernement de travailler, il faut aussi que vous compreniez que le rôle d'une opposition n'est pas de se positionner comme étant forcément un anti-pouvoir. Lorsqu'il y a une vision, un programme ou des actions qui sont menées par un pouvoir en place et qui méritent d'être saluées, nous le faisons. La fermeté dans le rôle d'opposant n'empêche pas la courtoisie, parce qu'au-delà de tout, c'est le même pays. Et ce que nous voulons tous là, c'est que le pays avance. Voilà. Et donc, chacun dans sa partition joue un rôle qui est celui de contribuer à l'avancée du pays. Ce n'est pas en s'insultant matin, midi et soir, en se faisant la guerre ou en refusant de se serrer la main qu'en fait, on rend un service à la démocratie, bien au contraire. Indeed. En réalité, je suis très content que vous avez répondu ainsi, parce que j'essaie de vous provoquer dans ce sens, parce que quand vous regardez les sentiments exprimés par certains partis au pouvoir sur le continent, l'opposition est vue comme une opposition ferme à travers les discours que nous entendons. Donc c'est pourquoi je voulais attendre votre opinion. Faites beaucoup attention. Même les partis au pouvoir le font. Il faut dire qu'il y a beaucoup d'activistes qui sont là pour en tout cas blâmer l'opposition aussi. Donc vous voyez, donc nous avons également des gens qui travaillent également pour nous. Donc vous voyez, donc c'est ce que je veux faire comprendre. Merci beaucoup. Donc nous allons donner la parole au représentant de Macky Sall au Sénégal. Excellence. Est-ce que l'Afrique fait un investissement réel pour le développement numérique, de la démocratie numérique? Nous savons que nous en avons besoin, mais est-ce qu'il y a un investissement conséquent dans ce sens-là? Je voudrais d'abord vous remercier mon compatriote et jeune frère Cherfal, président de Africtiviste, saluer tous les membres d'Africtiviste. Alors, je dois d'abord préciser que la démocratie africaine, aujourd'hui, est le résultat d'une très longue marche. Elle n'est pas née avec les réseaux sociaux. Je suis là en face de mon ami Ali Wontine, qui en sait quelque chose. Nous avons enduré pendant des décennies, alors que nous distribuions juste des feuilles de chou, c'est-à-dire des tracts, nous avons enduré la répression des régimes pendant des décennies. Donc, les réseaux sociaux et le numérique en général apportent un certain rafraîchissement à la démocratie en Afrique. Au sens où ces réseaux sociaux nous imposent de dire et de partir du principe que les gens pensent, les populations pensent. Parce que tant que nous étions dans la démocratie représentative intégrale, il y avait une série d'acteurs qui étaient des médiateurs, les partis, les chefs de parti, les comités, qui faisaient que les citoyens ne pouvaient pas s'exprimer directement. Mais aujourd'hui, avec le numérique, on participe comme à une sorte de démocratie directe, où chacun peut prendre la parole librement, où il n'y a plus de contraintes, où en réalité les frontières s'effacent. Les jeunes, les femmes, les classes opprimées, tout le monde peut prendre aujourd'hui la parole librement et participer à la construction de la décision politique. Ça, c'est un aspect. L'autre aspect, c'est que les moyens d'expression non seulement se diversifient, mais également deviennent accessibles à n'importe quel citoyen et à n'importe quel coin, alors que habituellement les ruraux, les jeunes, les femmes étaient les exclus de la démocratie. Ça, c'est un deuxième aspect. Le troisième aspect, c'est que l'investissement comme tel, en général, bon, dans tous nos pays, il y a des progrès énormes. Au Sénégal, aujourd'hui, il y a plus de 9 millions d'abonnés à Internet. Donc des citoyens qui ont accès à Internet, premièrement. Deuxièmement, nous avons un parc
de lignes téléphoniques de plus de 15 millions. Cela veut dire que chaque citoyen sénégalais peut avoir une ligne et demie, et ainsi de suite. Ça accroît véritablement la participation citoyenne parce que les infrastructures augmentent de plus en plus, s'enrichissent et deviennent accessibles à chacun. Et enfin, pour terminer, je dois dire que c'est vrai que jusqu'ici, la démocratie africaine était le fait des élites, notamment de ceux qui sont allés à l'école, française en particulier. Mais aujourd'hui, avec l'essor des réseaux sociaux, comme WhatsApp par exemple, c'est l'ensemble des populations qui ont accès à la prise de parole dans l'espace public. Et la prise de parole dans l'espace public est le premier pas vers une démocratie directe. Thank you very much. One of the very important points you made. Merci beaucoup. L'un des points que vous avez mentionné, c'est la démocratie directe qui inclut les jeunes et les femmes dans notre processus démocratique. Donc, c'est un point intéressant. Je vais demander à quelqu'un de partager avec nous quelle est leur impression par rapport à la démocratie numérique en Afrique. Même si nous avons en tout cas un nombre croissant d'introduction dans le continent, est-ce qu'il est nécessairement traduit pour augmenter ce potentiel lorsque nous regardons le nombre de votants, par exemple, ou l'électorat en Afrique, il y a beaucoup de jeunes qui quittent leur pays également pour en tout cas quitter leur pays et participent au vote dans d'autres pays. Qu'est-ce que vous en pensez, M. Jaffet? La réalité, c'est que le nombre, même si nous avons ces chiffres, la plupart sont influencés par la représentation, les représentants des jeunes sur la toile. Vous voyez que la pénétration de l'Internet intéresse beaucoup les jeunes à travers ce continent et il y a une relation directe avec les dirigeants également. Donc, ce que vous avez dit, les citoyens veulent diriger également leur pays. Mon expérience, c'est que la démocratie, tout d'abord, en ce qui concerne le Nigeria, nous avons Okupa Nigeria, qui est une grande structure. C'était en 2012 qui nous ont rejoints également dans notre lutte. Je me rappelle toujours, c'était à travers une campagne. Cette campagne-là, ils nous ont rejoints dans la politique du Gagé, qui est une campagne de sensibilisation sur l'importance qui a inclus également des pays comme Togo, Debo, Cameroun. Et ce que nous avons fait, c'est que les citoyens eux-mêmes se regroupent pour également essayer de voir comment est-ce qu'ils peuvent travailler ensemble. Et nous devons travailler au plan continental, main dans la main. Donc le gouvernement était forcé de joindre ce genre de conversation parce que ça existe et il faudra y prendre part parce que ça influence également le gouvernement. Donc cela explique également la collaboration avec le gouvernement. Donc les médias sociaux, par exemple, incitent un changement. Donc c'est que nous voyons également il y a des risques même encourus par les membres et il y en a même qui meurent. Donc si on ne collabore pas à travers ces conversations, notre objectif ne sera pas atteint à travers l'utilisation de l'Internet. Donc nous devons interpeller le président et les dirigeants sur l'importance de nos activités. Donc il faudra voir cette plateforme en tant qu'élément ou entité qui contribue vraiment au développement, mais pas un adversaire. Donc les gouvernements doivent voir cela dans ce sens pour l'avancement de la démocratie. Donc on ne doit pas vraiment
oublier cela. Donc on peut les utiliser, envoyer des SMS par WhatsApp pour donner des informations. Donc je me rappelle en Tanzanie, par exemple, où il y avait des avertissements, on avait averti la population à travers ces outils, par exemple, par rapport à un danger, par exemple. Donc c'est vraiment efficace. Donc la peur existe dans des pays où vraiment les gens ne participent pas autant, ou bien ces outils n'existent pas. Donc, mais de jour en jour, on voit que les gens sont intéressés à ces outils. Donc ça exprime l'engagement de la population. Donc il y en a qui pensent également que nous ne sommes pas de bonnes personnes, mais il faut dire que ce n'est pas le cas. Donc on doit arriver à faire comprendre cela aux gens. Ce que vous venez de dire est vrai. Je veux dire deux choses. D'abord, c'est la question de la possibilité ou les opportunités fournies par la démocratie numérique. Vous avez traversé beaucoup de gouvernements dans plusieurs pays. Nous avons des défis. Donc, et également, on doit trouver le juste milieu entre vraiment l'utilisation du numérique et la gouvernance. Comment est-ce que nous devons nous assurer pour que nous profitons en tout cas pleinement de cette démocratie numérique. Merci, monsieur le modérateur. Je vais commencer comme mon ami vient de le dire. Merci de m'avoir invité à ce sommet. Je vais juste contribuer. Donc, je suis de la fondation Mohamed et Ibrahim Foundation. Et le pilier de la démocratie numérique, c'est la liberté d'expression, et la liberté d'opinion. Donc, je vois que l'Internet ou les TIC fournissent d'autres opportunités qu'on ne peut même pas imaginer parce que ça conduit à un développement rapide. Donc, également le développement des réseaux sociaux qui contribuent vraiment à relever les défis en Afrique. Donc c'est des initiatives vraiment qui naissent grâce à cette opportunité. Donc les TIC vraiment sont une bonne opportunité pour nous. Avec toutes ces applications que nous avons, tout cela influence vraiment notre existence. Et je pense que c'est quelque chose que nous ne pouvons pas pleinement contrôler. Ce que nous pouvons faire, c'est de l'encourager. Mais ce que nous pouvons faire également, c'est qu'il fournit une plateforme commune pour le gouvernement et ses citoyens et même les OSC. C'est une plateforme partagée et tout le monde peut y participer. Donc ça encourage le gouvernement à participer à cette plateforme. Donc vous voyez que il y a des gouvernements qui ont par exemple un blogueur, un chef blogueur qui jette un œil sur tout ce qui se passe et communique au nom du gouvernement, par exemple, ou passe le message du gouvernement. Donc, ils peuvent échanger avec les membres du gouvernement, dire que voilà, les activistes disent ceci ou cela. Donc, c'est leur participation également. Mais c'est quelque chose qu'on ne peut pas pleinement contrôler. Nous allons quand même essayer. Donc, vous voyez, c'est l'Internet. Donc, on ne veut pas que cela cesse dans un pays. Voilà, c'est une plateforme vraiment partagée. L'autre question également, j'espère que la plupart des citoyens sont responsables. Dans la plupart des cas, ils doivent utiliser l'Internet et l'éthique et d'autres réseaux sociaux pour promouvoir la sécurité dans le pays. Donc, mais on pense que c'est pour promouvoir l'insécurité. Non, cela n'est pas le cas. Donc, mais comme je l'ai dit, on ne peut pas tout contrôler, c'est vrai, mais c'est un mécanisme innovant. Donc, personne ne peut le contrôler, le gouvernement ne peut pas contrôler parce que nous pensons que au-delà de nos frontières, on ne doit pas avoir des excuses pour la mauvaise utilisation de ce mécanisme. Donc, il faut l'utiliser dans le bon sens. Merci beaucoup. Je pense que ce point, nous allons soumettre cela au représentant du ministre de l'éthique au Burkina Faso, le ministère de la Communication. Donc, nous avons vu d'autres pays
également, où on a parlé de la question de contrôle. En Tanzanie, par exemple, ils ont des blogueurs, par exemple. Il y a d'autres pays qui sont confrontés à d'autres problèmes. Je sais que c'est pas que peut-être il y a ces problèmes aussi au Burkina Faso. C'est pourquoi nous sommes là. Nous allons applaudir le gouvernement de Burkina Faso, le représentant du gouvernement Burkina Faso. Mais au-delà de cela, comment est-ce que les ministères comme le vôtre peuvent renforcer les relations pour ceux qui sont au niveau du gouvernement et les citoyens? Comment vous pouvez renforcer les relations comme les défenseurs des droits de l'homme, les outils que vous pouvez utiliser pour faciliter le développement de cette démocratie numérique sur notre continent? Je voudrais commencer tout d'abord par présenter les excuses de Madame la ministre qui a été appelée à aller en mission. Et elle sera normalement demain avec vous. Et elle vous demande de l'excuser. Elle vous rejoindra certainement demain parce qu'il y a une réunion importante à Dakar aujourd'hui et elle a été dépêchée par le Premier ministre. Bon, je la remplace, mais je ne suis pas du gouvernement. Parce que je préside l'association qui s'appelle ITIC, Initiative TIC et Citoyenneté, dont elle était la première présidente. Donc on peut aussi répondre à cette question de cette façon. Donc la ministre en fait vient de la société civile, bon, à d'autres termes. Bon, ce qui est important, nous pensons à ce niveau, c'est une question de gouvernance. Parce que l'avènement de la société de l'information apporte des défis immenses avec les accélérations, les changements rapides, et il est difficile pour le gouvernement et pour tous les autres acteurs de faire face, que ce soit au niveau de la justice, de la sécurité, comme ça a été abordé. Et la solution à ce problème, une des pistes, a été posée par le sommet mondial de la société de l'information en 2003. Bon, la deuxième phase était en 2005 à Tunis. Mais en 2003 à Genève, dans les principes de Genève, l'ensemble des États du monde ont appelé à une approche multi-acteurs pour résoudre toutes les questions de la problématique de l'Internet. Mais on sait que c'est difficile parce que ce mécanisme international s'est traduit par le forum de la gouvernance, IGF, Internet Governance Forum de l'ONU, qui se tient chaque année. Mais parfois au niveau national, au niveau régional, l'implémentation est beaucoup plus difficile. Et c'est pour cela que je voudrais introduire donc le concept de co-construction pour permettre de faire face, disons, à ces défis en mettant en place les écosystèmes numériques qui vont permettre aux différents acteurs de travailler ensemble sur diverses problématiques. À partir du moment où ils se connaissent, c'est plus facile après d'aborder les autres éléments. Bon, pour vous donner un peu l'expérience du Burkina, en dehors de ITIC, qui organise chaque année à l'attention des pays francophones une formation sur la gouvernance Internet, et la prochaine aura lieu en fin août à Ouagadougou, il y a aussi la mise en place d'une fédération des associations Internet, ce qui permet déjà à ces acteurs de se retrouver. Et donc, quand le gouvernement a une question, c'est facile pour eux de réagir. Bon, dans certains pays que je ne citerai pas, je sais que c'est impossible qu'ils se mettent ensemble. Or, déjà, ça, c'est le premier mouvement d'abord pour pouvoir échanger avec le gouvernement et co-construire. Il y a d'autres pays qui ont mis des modèles de Conseil national du numérique qui permettent donc ces expressions diverses. Mais dans tous les cas, la solution reste toujours la co-construction, parce qu'en fait, les gouvernements n'ont pas toutes les capacités, toutes les compétences pour pouvoir faire face à toutes les problématiques qui se posent. Et donc, il est nécessaire de faire appel à l'ensemble des talents. Et en faisant ainsi, on amène les gens à parler ensemble. Et donc à échanger, et ça atténue, et ça permet que nous puissions faire cette transition vers la société de l'information démocratique, ouverte, transparente, qui favorise la diversité culturelle et qui est prônée par le sommet mondial de la société de l'information. Donc l'appel, c'est à la démarche de la co-construction pour que les acteurs se parlent. Et toutes les problématiques qui viennent peuvent être traitées à travers ce canal. Ça ne va pas être facile au départ, rien n'est jamais facile, mais il faut commencer. Un dernier point, monsieur le modérateur, si vous permettez,
quand au niveau international, nous regardons un pays, si sa capacité à mettre en place ces mécanismes de co-construction est élevée, alors on constate que ce pays est numériquement développé aussi. Si cette capacité de co-construction est faible, le pays est numériquement sous-développé aussi, parce qu'il ne fait pas appel à toutes les ressources, à tous les talents. Donc les énergies ne sont pas libérées, et donc la société est faite du surplace et n'avance pas. Oui, mais les problèmes qui sont générés, il n'y a pas de baguette magique. C'est seulement par le dialogue, en favorisant un dialogue national le plus large possible. Parce que, comme le disait quelqu'un, c'est le même pays, c'est les mêmes populations. Il n'y a pas de raison que s'il y a quelque chose à faire, on ne trouve pas le mécanisme pour le faire. Et par exemple, pour reprendre le point des centres d'alerte, ce qui est préconisé pour la cybersécurité, c'est l'approche avec les multiprenantes. Bon, généralement, dans nos pays, les centres d'alerte sont gouvernementaux, mais ils doivent travailler avec l'assemblée des parties prenantes qui doivent être l'ensemble des associations. Et au niveau africain, à partir du moment où vous avez une dénomination qui se rapproche des AF-STAR, peut-être que vous pourriez rejoindre les AF-STAR en tant que, comme AFNOC, Afrinic, etc., avec le sommet de l'Internet où vous allez apporter cet élément qui est fondamental pour construire la société africaine de l'information. Je vous remercie. Thank you very much. C'est un panel qui devrait normalement une série de questions, mais on ne peut pas faire ça avec le temps. S'il vous plaît, nos panélistes ont très bien fait en répondant aux questions qu'on leur a posées. Donc, faites pas de protocole. Donc, vous envoyez vos questions et puis juste, n'est-ce pas, une question. Vous levez les doigts si vous avez des questions. On commence avec vous, s'il vous plaît. Et si peu d'électeurs qui vont au vote. La CENI, selon la projection de la CENI, en 2020, on va pratiquement doubler le nombre d'électeurs potentiels possibles par rapport aux élections de 2015. Et pourtant, on attend à chaque fois, à l'approche des élections, pour lancer des opérations commando d'enrôlement sur les listes. Pourquoi tout le long de l'année, la CENI, les partis politiques n'incitent pas leurs militants et leurs cyber-militants à s'inscrire sur les listes? Parce que la démocratie, c'est sur Internet, mais c'est aussi d'abord dans les urnes. Merci. Thank you very much. Et quelle relation pourrons-nous faire aujourd'hui entre gouvernance et réseaux sociaux? Quelle relation pourrons-nous faire entre les deux? Effectivement, le réseau activiste et surtout l'Université de Burkina de nous avoir accueillis, comme le Sénégal nous a accueillis en 2015. Ma préoccupation s'adresse effectivement au porte-parole du gouvernement. Est-ce qu'aujourd'hui, le sommet se tient à Ouaga? C'est que je me préoccupe par rapport, avant de quitter le parti, que j'ai entendu l'arrestation d'un blogueur. Il ne faut pas aujourd'hui, bien sûr dans les contextes électoraux, qu'on se crée un cadre global africain, quasi automatique, où en cas de coupure d'Internet par un État, il y a une condamnation collective immédiate pour faire pression sur ces pratiques qui sont déshonorantes pour le continent, dommageables pour l'économie et en fait criminelles. My question is to the protection of the rights of those who use the internet to do activism. All of us. Like that example that you just gave. What laws can we begin to push at our country level? What laws can we amend so that we can give accommodation to those people that need to be protected? Constitutional reviews or amendments may take time, but can we also begin to look at laws that specifically protect the rights of bloggers,
of Slacktivists, of those who specifically use the digital medium to promote democracy on the continent? Deregulate activism. In the past, we had to depend on 1, 2, 3, or 4, 5 voices nationally. Now, any citizen with access can actually do something. And when you talk about Africtivists, for instance, Africtivists really and truly started organically. I was not a member of any activist organization before I joined SUNU 2012. The same way a lot of young people on the continent just saw that something was happening in this particular country, they have access to the internet, they got on. Africtivists just then evolved organically into that organization that brought us together, and I'm sure eventually would bring many more people together. I think it has a good form already. Of course, like every other thing, it has to now evolve and become even much stronger. No matter how nice or kind a government is, no government should be trusted. And that means that citizens must always be strong. They must always have a way, they must always exist in such a way that they cannot be captured as a form. So when you professionalize, you put yourself in a position where you can be captured as a form, because all you need to do is just ban that organization and then everything is cancelled. So of course I completely disagree with that. How do government engage social networks? First of all, there has to be an appreciation for where we are. Initially, for instance, as somebody who uses the internet for activism, you had to like tweet and tweet for several hours because your government, your president, your ministers are not on the internet. Now increasingly, you have your president online, you have your ministers online, and you can directly engage them. They directly curate these things. Sometimes you have to call them. That's a very good point of engagement. But for me, I would again emphasize something, that the earlier they begin to see that these citizens care. If the government cares for development, the government has to begin to see citizens as much as the same people in terms of that intention. We might have different ideas or different pathways to that development, but we generally care for the same thing. So there is nothing to fear. Do not shut down the internet. Do not try to control people's voices. Just find a way to curate what people are saying. The best way to get a feel of the country right now, as far as I'm concerned, is to curate different voices on the internet. Even when the opposition is paying and the government is paying, you will find the balance in the people that, because you cannot pay 5 million, 10 million, 20 million people, right? So you will eventually find that balance, and that will give you a very good position of what the citizens are thinking at time, and also what foreigners are thinking of your country based on the things that they are perceiving of it. Thank you. Thank you very much. Bien, merci. Je vais répondre rapidement à 2 questions. Comme l'a dit mon frère, le ministre Kassé, il faut que vous intégrez vraiment que la liberté d'expression, d'opinion dont nous bénéficions aujourd'hui, ce n'est pas une abstraction philosophique. Elle n'est pas tombée aujourd'hui. Elle est la résultante de multiples combats. Je suis content d'ailleurs que j'ai un frère dans la salle, à la personne d'Alioune Tine. Il y a des femmes et des hommes qui se sont battus au mépris de leur vie, pour que justement nous puissions aujourd'hui être à ce niveau. Il faut aussi donc que vous intégrez que chaque engagement, quel qu'il soit, a des risques. Est-on prêt à assumer ces risques ou nous ne sommes pas prêts à l'assumer? Voilà la question importante à mon avis. À ce sujet, cette revendication citoyenne, cet engagement citoyen nous a amené au Burkina Faso en 2015 à voter une loi pour protéger tous les acteurs des droits humains. Nous avons une loi qui protège tous les combattants pour les droits humains. Je ne sais pas, peut-être qu'il y en a, en tout cas au Burkina, depuis 2015, nous avons. Donc à ce niveau, il n'y a pas de problème. Un des intervenants a posé la question en disant qu'il faut diminuer la pression qu'il y a entre nous. Je ne sais pas quel type de pression nous oppose. Je vais lui répondre par les propos d'un activiste que j'aime bien. Tellement je l'aime bien que j'ai noté ses propos. Et si vous permettez, je vais vous lire ce qu'il a dit quand on lui a demandé qu'est-ce qu'un bon activiste.
Il a répondu qu'un bon activiste doit savoir ce qu'il dit, il doit être sûr et informé de ce qu'il partage. Être un bon activiste, c'est prendre la responsabilité de son engagement, du respect que l'on doit se vouer à son réseau et à sa communauté. Être un bon activiste, c'est tout faire pour rester dans la neutralité, l'objectivité, même si cela paraît insensé. Il est très difficile d'être objectif quand on traite de l'info ou quand on doit y prendre part. Pour moi, la neutralité, c'est de ne pas tirer de façon très malsaine sur les politiques sans pour autant derrière prendre conscience des lacunes que nous traînons. Il faut également jouer toujours le jeu de la crédibilité. Un bon activiste doit savoir ce qu'il dit, il doit être sûr et informé de ce qu'il partage. C'est très important pour sa crédibilité et sa réputation. C'est mon jeune frère Cheikh Fall, votre président d'Africtivis, qui l'a dit. Et je suis entièrement d'accord avec lui. Parce que quand on a un engagement citoyen, il y a un certain nombre de valeurs à respecter. Il ne faut pas aussi que les réseaux nous permettent de balancer n'importe quoi, de dire n'importe quoi. Je ne pense pas que cela fasse avancer le concept de co-construction, comme l'a dit Pierre Ouédraogo. Je vous remercie. Thank you. You asked me. Merci. Vous me posez une question de savoir si l'éthique augmente l'espace d'expression. C'est normal, c'est inévitable. C'est les avancées créées par les technologies. Donc, je vois que ça avance bien. De façon drastique ou dramatique. Ce que nous devons essayer de faire, c'est que le gouvernement encourage cela. Et jusqu'à présent, je vois que c'est cela, c'est ce qui se passe. Donc, le gouvernement doit décider de la meilleure façon de contrôler peut-être l'utilisation de l'Internet. Peut-être il y a des cas déplorables, par exemple, et il faut s'assurer également que la CEDEAO également va permettre de protéger l'accès universel à l'Internet. Et donc nous pouvons utiliser sans harceler les blogueurs, par exemple les utilisateurs des réseaux sociaux. Non, il y a beaucoup de possibilités. Donc nous contribuons à la démocratie. Mais ce que nous introduisons dans les réseaux sociaux doit être fait de façon responsable. Vous voyez, quand vous regardez les médias, les réseaux sociaux, nous avons essayé de réguler les médias sociaux également. Donc quand vous voyez par exemple, voilà, si vous dites que je voudrais qu'on tire sur le président du pays, donc on va vous arrêter parce que ce n'est pas des propos à encourager sur la toile. Donc par exemple, il faut échanger de façon responsable sur les réseaux sociaux. Donc c'est pour ça qu'on parle de co-responsabilité pour l'intérêt du continent. Il y a un autre point lié s'il y a une corrélation entre ce qui se passe dans les réseaux sociaux et le nombre d'électeurs. Donc ça c'est une question vraiment continentale. Donc il faut encourager les gens à aller voter maintenant à travers les réseaux sociaux. Mais vous voyez également qu'il n'y a pas effectivement le nombre de participants, par exemple, aux réseaux sociaux et les électeurs, par exemple, il y a une grande différence, effectivement. Donc, c'est difficile vraiment à maîtriser cet aspect-là. Pour dire que d'ici la fin de cette journée, je pense que nous ne pourrons pas contrôler vraiment l'expansion de cette nouvelle technologie. Ça croît de jour en jour et cela est normal. Donc, ce qui se passe au Burkina, en même temps, on apprend immédiatement au Togo, par exemple. Donc, il y a des plateformes communes de discussion, de dialogue entre nous et nous devons encourager cela et le gouvernement doit s'impliquer pleinement.
stratégie. Si j'ai bien compris, vous vous inquiétez du changement de comportement des opposants lorsqu'ils arrivent au pouvoir. C'est ça, non? Sur un certain nombre de questions. D'abord, elle est passée votre question, parce que vous ne parlez pas aussi du changement de ceux qui, une fois au pouvoir, ont perdu le pouvoir sur les opposants. Donc, ça va ensemble. Il y a des gens, quand ils sont au pouvoir, ils ont une manière de voir les choses, ils ont une attitude, et puis dès qu'ils perdent le pouvoir, ils redécouvrent des valeurs et des valeurs auxquelles ils ne parlaient pas quand ils étaient au pouvoir. Il y a ça aussi. Donc ça amène une question fondamentale qui est un peu la nature humaine, parce que les politiciens sont des hommes et des femmes, et la capacité, ou en tout cas l'approche de la nature humaine par rapport aux questions qu'il a à gérer, en fonction des positions que l'on occupe. Et ça amène une question de savoir, est-ce qu'on fait la politique pour défendre des intérêts ou pour défendre des valeurs? C'est ça le fond du débat. Moi, je n'ai pas de réponse à vous donner. C'est vrai, vous avez raison de dire que certains de ceux qui sont à l'opposition, bon, une fois qu'ils arrivent au pouvoir, ils changent du tout au tout. Quand ils sont opposants, ils prêchent la bonne gouvernance, ils promettent des moyens et des merveilles. Et puis, dès qu'ils arrivent au fauteuil présidentiel, on voit qu'ils recrutent des parents, la corruption repart. Donc, toutes les choses qu'ils dénonçaient quand ils étaient donc opposants, on les voit mettre, enfin, on voit que dans leur pratique, ils le mettent en œuvre. Mais ce n'est pas une excuse pour dire que l'opposition n'est pas un chemin important et intéressant par lequel on doit passer par le nouveau pouvoir. De la même manière, certains, quand ils sont au pouvoir, ils ont un certain nombre d'attitudes et des actes qu'ils posent, y compris dans la manière d'autorité ou de gérer l'État. Et ils font des atteintes aux droits humains. Et ça ne leur dit rien. Dès qu'ils perdent le pouvoir, et qu'on envoie un policier le soir à le fouiller, mes droits humains sont bafoués. Peut-être quand il avait le pouvoir d'État, il faisait pire. Oui. Donc ça amène à une question de conscientisation des leaders politiques, voilà, pour qu'il y ait des valeurs que l'on défend. Mais au-delà des leaders politiques, c'est aussi une conscientisation des individus. Tout ce que nous sommes ici. Quand il y a des règles dans une société, vous savez, à la pratique, on voit des choses bizarres. Nous sommes au courant des règles, mais si nous arrivons quelque part et que quelqu'un se propose de contourner la règle pour donner satisfaction, bon, on dit, bon, d'accord, je prends. On ne dit pas, ah non, c'est une règle, je ne veux pas, je suis la règle. Donc ce n'est pas que les politiciens qui ont ce genre de comportement-là. Ça amène une question qui est beaucoup plus fondamentale sur l'attitude des citoyens et des individus par rapport aux règles établies dans une société et à leur intérêt personnel. Et là, je vous avoue que vraiment, je ne sais pas par quel chemin ils passent. Mais si je peux me permettre pour aussi toucher quand même un certain nombre d'éléments, notamment la question de l'activiste Naïm Touré, que vous avez évoqué ici, bon, dont personne ne veut parler. Nous tous avons appris un peu qu'il a été arrêté parce qu'il aurait publié sur sa page Facebook un commentaire, bon, dans lequel il s'adressait un peu aux membres des forces de défense et de sécurité. Vous savez, les textes en français sont d'interprétations diverses. Bon, certains qui lisent ça ont dit, c'est un appel à la révolte en disant aux gens des FDS, vous avez un collègue qui est malade, dont on ne s'occupe pas, ne laissez pas bras ballants, à la limite faites un coup d'État, quoi. D'autres disent, c'est une manière de dire, bon, il y a une question qui s'est posée, bon, faites quelque chose. Chaque fois que la liberté d'expression est bâillonnée, ça pose un problème. Ça, c'est un principe de base. Maintenant, c'est vrai qu'on peut rentrer un peu dans l'interprétation des choses. L'exemple, c'est que là, c'est celui qui a le pouvoir d'État qui interprète, plus que celui qui fait arrêter. Mais moi, je vois ça sur un argument politique. Je me dis que parfois, les régimes aussi sont trop frileux, et ils commettent des bêtises, vous voyez, en voulant jouer à leur autorité. Ce commentaire, moi, je ne l'avais même pas vu. C'est quand on l'a arrêté que je l'ai lu. Et je suis persuadé que beaucoup de gens n'avaient pas lu ce commentaire-là avant qu'on l'ait arrêté. Donc, du point de vue de la démarche politique, quelque part, vous voyez, en voulant parfois bander le muscle, on crée des situations qui ne vous arrangent pas. Et c'est peut-être sur ce temps-là que ceux qui gouvernent le pays-là devraient regarder et faire beaucoup attention. C'est vrai qu'il faut que dans ce domaine-là, nous soyons tous responsables, dans les deux sens. C'est vrai que le net aujourd'hui offre un espace où on peut, par sentiment bêtement méchant, créer beaucoup de problèmes à des individus dont on peut exposer la vie privée ou de choses à ne pas dire, ou à une nation qu'on peut mettre en danger. Mais ça ne doit pas être une excuse aussi pour les États qui sont par nature répressifs, parce que l'État a le pouvoir et qui est répressif, de chercher une occasion pour régler des comptes politiques avec des individus qu'il soupçonne de parler mal de lui. Et malheureusement, parfois, quand on fouille bien, on voit que dans certaines arrestations-là, c'est ce dont il s'agit. Dernier point. Sur le fait qu'il y a un décalage entre l'activisme qu'il y a sur les réseaux sociaux et la participation électorale. Je dois vous dire que nous, partis d'opposition, c'est une question à laquelle on a toujours cherché une réponse. C'est même pas ça. Quand vous faites un meeting dans la campagne, ils sont là, prési. Et vous vous rendez compte que la moitié n'a pas sa carte d'électeur.
Et on ne s'explique pas. Et on me dit, ah, c'est parce que l'offre politique ne leur convient pas. Mais pourquoi ils viennent au meeting alors? Pourquoi ils viennent au meeting? Quand vous suivez un leader, vous l'encouragez, vous applaudissez, et vous n'êtes pas fichu à aller aux alliés pendant 5 heures de temps pour prendre une carte d'électeur. Ça pose un problème fondamental dans l'état d'esprit de la jeunesse. Et dans un environnement où il y a une sorte de ce que j'appelle poussée du jeunisme qu'on entend. Ici, à Dakar, on dit, ah, il faut que les jeunes soient devant. C'est un élément qu'ils doivent d'abord corriger. Qu'ils doivent corriger, savoir aller au bout de leur engagement. Ils sont bons quand il s'agit de discuter sur le net, autour d'un verre de thé, et à sortir les grandes théories, mais beaucoup d'entre eux ne font pas l'effort pour le traduire par un comportement. Si vous estimez que l'offre politique n'est pas bonne, il faut créer votre offre politique. Mettez-vous ensemble, créez de nouveaux partis, proposez quelque chose de nouveau. Vous êtes même les plus nombreux et on va voter. Mais ce n'est pas une excuse pour être là quand il s'agit d'écrire sur l'Internet et qu'on ne vous voit pas. Quand il s'agit d'aller s'aligner pour prendre une carte d'électeur, ça veut dire qu'il y a un problème. Mais je vous avoue que là aussi, je n'ai pas de solution. Je me pose la question, mais je n'ai pas de réponse. Merci. Thank you very much. We'll come to His Excellency Kassim. Ok. Mais merci, merci cher ami. C'est vrai que Diabré est dans l'opposition. Moi, je suis de l'autre côté. Mais je partage entièrement ce qu'il disait tantôt. Ça nous confirme juste dans ce constat que la contestation dans les réseaux sociaux n'est pas proportionnelle au vote citoyen, surtout des jeunes. Je ne sais pas pourquoi les jeunes, d'ailleurs, ils sont extrêmement dynamiques politiquement, au sens de la prise de parole dans l'espace public. Pourquoi ils sont si actifs, mais pas actifs quand il s'agit d'aller voter. Et c'est d'ailleurs ça le problème de nos amis de l'opposition. Ils capitalisent sur le potentiel de contestation dans les réseaux sociaux, qui les font tomber généralement dans ce que j'appelle l'illusion du cercle, parce qu'ils établissent immédiatement une corrélation avec le vote citoyen, alors que ce n'est pas du tout la même chose. Non, pas forcément l'opposition, pas mon ami d'à côté, je parle de l'opposition de façon générale. Alors, l'autre aspect, c'est par rapport à la question qu'on m'a posée. Nous, on a une expérience concrète avec les réseaux sociaux. J'ai commencé une collaboration avec les blogueurs du Sénégal, je pense que Cheikh Fall se rappelle, quand j'étais président du comité scientifique du 15e sommet de la francophonie qui devait se tenir à Dakar. C'était une expérience assez intéressante qui nous a permis de parler de ce sommet, de diffuser un tout petit peu de communiqué sur les objectifs afin que le maximum de Sénégalais sachent exactement de quoi il s'agissait. J'ai initié une autre expérience dans les comptes de la présidence et ceux du président de la République du Sénégal avec ce que nous appelons la session des questions-réponses où c'est tout à fait ouvert, ce n'est pas encadré, ce n'est pas orienté. Tous ceux qui sont présents dans l'espace numérique, notamment des réseaux sociaux, peuvent librement poser des questions, commenter, faire des suggestions, des critiques éventuellement. Et ça nous permet de capitaliser. Et c'est en cela pour moi que les réseaux sociaux sont une source de connaissances, ce que les gens pensent et éventuellement ce que les gens proposent. Cet exercice est d'autant plus intéressant que nous l'avons reconduit à l'occasion du premier forum du numérique. Parce que nous avons créé un forum du numérique à Dakar qui chaque année va regrouper l'ensemble des acteurs du numérique, aussi bien au Sénégal, en Afrique et dans le monde, pour justement faire le point sur un certain nombre d'aspects, infrastructures, numériques, citoyens, etc., etc. Alors, à l'occasion de ce forum, nous avons lancé une consultation dans les réseaux qui nous a permis de toucher plus de 360 000 personnes. Et nous avons recueilli des centaines et des centaines de contributions
avec énormément de questions, avec des interrogations, et ça nous a permis même de tramer un tout petit peu les réponses du président de la République qui devait venir dire sa vision du numérique et répondre à un certain nombre d'interrogations des citoyens. Le deuxième mécanisme qui nous permet justement de dialoguer directement avec les citoyens, c'est que moi-même, je suis très actif dans les réseaux sociaux, avec mes risques et avec des risques et périls, hein, parce que les jeunes, ils ne ratent pas. Il y a un gosse qui me disait, Monsieur le ministre, nous, on vous attaque parce que c'est vous qu'on voit. Alors, je suis donc un tout petit peu le souffre-douleur des jeunes Sénégalais qui tapent très, très, très fort. Mais en réalité, c'est le prix à payer. Parce que, pour la première fois, les gouvernants sont dans un seuil d'exposition très élevé face aux citoyens. Jusqu'ici, il fallait écrire des articles de contribution, il fallait aller à la radio, à la télévision, et ainsi de suite. Mais là, chaque citoyen peut être connecté, s'adresser directement au président de la République, à tel et tel ministre, et ainsi de suite. Et enfin, pour terminer, je pense que c'est extrêmement utile. Parce que dans mon expérience personnelle, à chaque fois qu'un internaute, quelqu'un dans les réseaux sociaux, pose des problèmes réels, il y a tel pont qui risque de s'effondrer, il y a tel marché qui est exposé à un risque d'incendie, il y a telle route qui est complètement dégradée, et ainsi de suite. Ça nous permet de faire non seulement du monitoring, mais aussi de remonter directement l'information ou au président ou à tel et tel ministre, et généralement, ça trouve solution. Généralement, je dis. Maintenant, c'est vrai qu'il y a d'autres situations beaucoup plus compliquées, beaucoup plus complexes, qui demandent l'épreuve du temps. Mais de façon globale, personnellement, mon expérience, c'est que les réseaux sociaux sont utiles. C'est que nous rompons avec la démocratie ultra représentative. C'est que la participation des citoyens, c'est une source de connaissances, c'est également un mécanisme de dialogue permanent entre gouvernants et population. Merci. Thank you very much, sir. Please go ahead, sir. Bien sûr, je ne peux que partager tout ce que m'ont précédé ont dit, et particulièrement, j'ai été touché par la dernière phrase. La question qui m'était posée, c'est au niveau de la CEDEAO, ECOWAS et puis de l'Union africaine. Qu'est-ce qui peut être fait pour développer cette démocratie numérique? J'ai retenu 3 points. Premièrement, et je pense que c'est peut-être le plus important, c'est tout ce qui peut être fait au niveau de l'éducation. Parce que nous sommes dans un mouvement de transformation rapide qui fait qu'il est nécessaire d'insérer un certain nombre de modules dans pratiquement tout le cursus pour permettre l'éveil de la citoyenneté numérique et qu'elle se fasse très bien. Ça, c'est extrêmement important. Cette éducation aussi doit s'adresser aux décideurs politiques, parce qu'il faut qu'ils sachent dans quel environnement ils sont. Parce que parfois, quand je rencontre certains, on se demande si on ne les a pas pris dans les classes de 2 décennies avant, tellement ils sont ignorants dans le secteur. Et ça, c'est très dangereux, parce que c'est eux qui doivent prendre les décisions. Et le numérique est partout. Et s'il ne connaît pas, je parle du point de vue des politiques, des stratégies. Je ne parle même pas du point de vue de manipulation des équipements. Donc ce volet est très important. Deuxièmement, c'est les échanges de meilleures pratiques entre les différents États. Il y a des solutions qui ont été trouvées à certaines problématiques qui apparaissent. Et souvent, ce qu'on constate, c'est qu'au niveau africain, c'est parfois à des réunions non africaines que qu'on apprend que tel pays a eu telle expérience. Peut-être qu'en s'organisant, on peut échanger nos meilleures pratiques à l'intérieur de l'Afrique. Et enfin, le troisième point, c'est l'application
des décisions du sommet mondial de la société de l'information par l'Union africaine et par la CEDEAO, en instaurant les mécanismes de co-construction au niveau de tous les mécanismes de décision. Il n'est pas normal que, par exemple, en ce qui concerne la société de l'information, il y ait des réunions dans lesquelles la société civile, le secteur privé ne sont pas conviés. Et ça arrive encore. Et c'est ça qui fait le décalage par rapport au reste du monde. Parce que la plupart du temps, vous allez avoir peut-être un pays qui n'a peut-être dans son gouvernement aucun expert qui s'intéresse à la problématique qui doit être tranchée, alors qu'au niveau de la société civile, des sociétés privées, il y a des compétences nationales qui sont reconnues même internationalement, mais qui sont ignorées nationalement et qui peuvent en ce moment contribuer. Et c'est ainsi qu'on va arriver à un modèle de société où les médias sociaux, l'activisme sont maintenant une ressource stratégique majeure pour le développement. Je vous remercie. Thank you very much. We'll just take two. Merci beaucoup. Nous allons prendre deux contributions, M. Ellington et le collègue de l'autre côté. Soyez bref, s'il vous plaît, parce que nous sommes à court de temps. D'abord, sur une question que soulève Zéphirin Keïta et mon ami Elage. La question des relations de l'opposition et du pouvoir. Nous avons vécu des alternances en Afrique sans alternative politique. Ça veut dire dans une belle continuité. Et ça crée des impasses qui font effectivement que les jeunes ne savent plus où donner de la tête. Pour qui voter? Et c'est une espèce de réelle perte de sens de la politique qui font que pas mal de nos jeunes se disent vivre ailleurs sauf en Afrique, quitte à mourir. Et ça, c'est un défi que nous devons régler. Donc, j'invite les politiques. Parce qu'en ce moment, de plus en plus, en Afrique, on tourne la tête du côté de la religion, qui fasse du sens, et du côté de la radicalité, que ce soit d'ailleurs du côté islamique ou de l'autre. Les évangélistes et tout ça. Donc, les politiques ont une très grande responsabilité par rapport à ça. Donc, retravailler et réinventer la démocratie en Afrique. Deux, c'est les relations virtuelles et réelles. Je prends deux exemples. Je prends le cas de la Libye et des esclaves africains en Libye. Je pense qu'Internet a fait quelque chose de fantastique, obligeant les États à répondre et à prendre des décisions pour le sommet de l'Union africaine. Maintenant, je dis et après. Rien. Récemment, il y a l'Aquarius. Il faut regarder quand même les gens qui sont dans l'Aquarius, les victimes. Ça discute en Europe, ça parle en Europe. Nous, on se tait. Moi-même, il y a des gens qui m'ont écrit pour dire à Lyon, il faut demander à ce que l'Aquarius ait le prix Nobel de la paix. Et je pense qu'ils le méritent très largement, parce que c'est très courageux ce qu'ils font d'aller voir des gens qui sont menacés de mort, de les récupérer. Et vraiment, j'invite Africtivistes également à aller un peu dans ce sens. Comment il faut faire pour assurer le suivi, pour que les chefs d'État qui ont pris des décisions très concrètes par rapport à la question des esclaves, par rapport à la question aussi des migrants, que ça soit suivi d'essai et qu'on ne subisse pas la politique européenne de l'immigration. Merci. Thank you very much. Lastly. Un dernier point, soyez bref s'il vous plaît. Si je vais être très bref. En fait, j'ai trouvé que la définition que Cheikh a donnée de l'activisme et qui a été reprise par le haut représentant n'est pas une définition tout à fait convenable. D'abord parce qu'elle est très discutable, elle est très normative. Ensuite, nous n'avons pas la légitimité pour définir ce qu'est l'activisme. Il faut d'abord qu'on reconnaisse tous que l'activisme, il est multiple. Il y a divers activismes. Quand on parle d'activisme, on peut mettre énormément de choses dedans. L'autre chose, c'est, je crois, aussi qu'on peut reconnaître que l'activiste aujourd'hui, c'est d'abord celui qui s'indigne. Et je crois que ça va vraiment à l'encontre d'une forme de domestication.
vous vous indignez, et quand généralement vous vous indignez, c'est épidermique. C'est d'abord ça la première chose, c'est épidermique. Et je crois que c'est très important de garder ce volet-là, parce que ce qui fait le progrès des sociétés, justement, c'est la capacité des gens à s'indigner. Je voulais vraiment terminer sur ça. Merci. Aux populations en temps en période électorale uniquement. Donc il y a des valeurs et des principes qu'on doit effectivement respecter. Et les gens que nous voulons vraiment impliquer dans nos activités ont des valeurs et il faut les respecter dans nos engagements. Et également la pénétration du numérique sur notre continent. Vous voyez, nous sommes nombreux à ne pas avoir accès à l'outil numérique. Comment est-ce que nous pouvons nous engager dans ce sens? Nous allons continuer à être engagés en ligne, mais il y a également une mobilisation qui doit être faite pour vraiment opérer le changement sur notre continent. Donc, tous les panélistes ont abordé des questions intéressantes. Donc, on ne doit pas continuer à profiter également du digital, du numérique pour vraiment perturber la sécurité ou la stabilité de nos pays. Donc, on doit l'utiliser dans le bon sens. Il faut continuer à travailler. Et également, nous avons abordé la question de décalage entre les partis politiques et leur population. Donc, la seule façon pour nous d'améliorer cette situation, c'est le rôle des médias aussi. Donc, nous sommes nombreux qui utilisent l'Internet, y compris les médias classiques que nous avons. Donc, on ne doit pas arrêter, on doit continuer à les utiliser, l'améliorer pour tout le monde. Mesdames et messieurs, l'Afrique nous appartient, personne ne va développer l'Afrique pour nous, et c'est nous-mêmes qui devons le faire avec beaucoup plus d'engagement, et même si nous protestons beaucoup, c'est dans le sens d'améliorer et de développer notre continent. Merci beaucoup.